Bonsoir et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur CNews, c'est la suite de Punchline avec cette question évidemment. Que va-t-il se passer pour le 9e acte des Gilets jaunes? La tension est palpable à la veille de la mobilisation. Encore beaucoup d'inconnus bien sûr, mais presque une certitude du côté des autorités. Le risque est majeur de voir de nouveaux débordements. C'est un mouvement toujours suivi. A priori, là aussi les signaux semblent aller dans le sens des Gilets jaunes et de leurs organisateurs. Le rendez-vous de Bourges sera-t-il suivi? Et celui de la Défense, on va bien sûr en parler avec nos invités. Bonsoir Yasmina Jaffar, je rappelle que vous êtes communicante et fondatrice de la ruchemedia.com. Vous êtes fidèle au rendez-vous de Punchline du vendredi. Christine Kelly également, journaliste à CNews, qu'on connaît bien sur l'antenne. Face à vous, en diagonale, Jacques Isabello, vous êtes cofondateur de l'agence de communication Coriolink. Merci d'être à nos côtés également. Et puis Florent Vadillo, vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes président de l'Hétérie, qui est un think tank de gauche. Bonsoir. Nous allons donc nous focaliser sur Bourges pour commencer, avec, je vous le rappelle, cette manifestation interdite par la préfecture au centre-ville, mais pas sur les boulevards à l'extérieur de la ville, à la périphérie de la ville. Et sur place, on va rejoindre notre équipe, Fanny Veil et Christophe Garnier. Fanny, les commerçants, néanmoins, ne prennent absolument aucun risque et se préparent au cas où les consignes de la préfecture ne soient pas suivies. Oui, certains commerçants ont décidé de se préparer à toutes les éventualités. Vous l'avez dit, la préfète du Cher a décidé de bloquer l'accès au centre-ville. Elle a interdit toute manifestation à l'intérieur du centre-ville. Pour autant, certains préfèrent quand même prendre leurs précautions. Par exemple, ce magasin que vous voyez juste derrière moi qui a décidé de cacher ses vitrines, de mettre dessus de larges planches de bois, même 2 couches en fait, 2 planches de bois qui sont vissées les unes aux autres afin d'éviter toute dégradation, toute casse, au cas où les Gilets jaunes et les éventuels casseurs qui décideraient de se joindre au mouvement gagneraient les rues du centre-ville. Ils ont donc décidé de se préparer pour éviter vraiment tout dégât, car les vitrines ça coûte cher. Et puis surtout, c'est une période de solde, donc pour eux, avoir un magasin en état, capable d'accueillir les clients, c'est très important. Merci à vous Fanny, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la soirée, ainsi que Christophe Garnier à qui on doit ces images depuis Bourges. Avant de faire réagir nos invités à cette nouvelle mobilisation, j'aimerais qu'on entende l'une des organisatrices, celle qui a lancé en somme l'appel à se rassembler à Bourges pour le symbole. Et bien évidemment, c'est Priscilla Ludowski. Écoutez. Ça se passe à Bourges parce que beaucoup de régions se sont déjà déplacées sur Paris notamment. Et c'est vrai que Bourges, c'est parce que c'est le centre de la France et ça permet aux grandes villes qui se déplacent pour aller souvent sur Paris manifester ou même qui manifestent dans leur ville de pouvoir retrouver les Gilets jaunes et de juste démontrer notre unité au centre de la France. Voilà. J'espère que ça va se passer dans le calme. En tout cas, ils sont au courant au niveau de la ville de Bourges et de la préfecture de cette manifestation, de ce rassemblement. Yasmina Jaffar, j'espère que ça va se passer dans le calme. C'est un peu mou comme réaction, en tout cas... on sent bien qu'elle est peut-être un peu gênée aux entournures, Priscilla Ludowski. Dans tous les cas, Bourges, ça va être le test de cette journée. Ça va être, alors il y a le symbole, mais aussi le test en termes de mobilisation. Et on voit que Priscilla Ludowski est assez bonne en communication et en teasing parce que déjà, l'idée du gilet jaune, ensuite la façon qu'elle a de communiquer. La semaine dernière, elle a été l'une des premières à dire qu'elle déclarait et donc à sortir un petit peu de cette façon hors la loi de faire les manifestations. Et aujourd'hui, elle annonce Bourges en avant en expliquant un argument de poids qui est c'est le centre de la France et Paris n'est pas forcément la France. On va essayer de parler aussi aux autres villes, à la province, à la ruralité, parce que des gilets jaunes, il y en a partout. Moi, c'est comme ça que je le lis. Et d'un point de vue de la communication, je trouve ça intéressant. Elle est efficace, Priscilla, vraiment. Moi, ce que je vois au niveau aussi de Bourges, c'est non seulement c'est le centre de la France, mais aussi toute la connotation derrière les mots. C'est-à-dire Bourges, c'est pas n'importe quel mot, et dans le Cher, c'est pas n'importe quel mot non plus. Donc, on voit que c'est un acte neuf dans un nouvel endroit, nouvelle mobilisation, nouvelle inquiétude, nouvelle interrogation, et avec des commerçants. Ça fait 2 jours quand même que les commerçants, ils sont là, ils sont en train de tout défaire. C'est une ville qui est habituée à 300, 400, 500 manifestants extrêmement pacifistes, et là, ils ont tous peur. C'est quand même extraordinaire. Florent Vadillo, il n'est pas exclu que ce soit à l'heure, parce qu'ils ont quand même fait, les Gilets jaunes, leur marque de fabrique de cette capacité à changer un peu leur fusil d'épaule au dernier moment, de brouiller un peu les pistes. Pourquoi pas, après tout ? Ça peut être un leurre, mais ça peut être aussi une volonté
de maîtriser mieux les personnes qui participent au mouvement sur Bourges. Parce qu'il y aura nécessairement moins de casseurs qui viendront à Bourges, moins de casseurs en tout cas d'opportunités, ceux qui prennent le métro ou le RER pour venir en découdre soit avec les forces de l'ordre, soit avec les vitrines des magasins. Les casseurs qui seront présents seront extrêmement organisés, donc ils pourront être mieux suivis par le renseignement territorial. Et je pense que le dialogue qui a été établi entre les forces de police du renseignement territorial chargées de suivre les manifestants et les Gilets jaunes avec certains organisateurs porte ses fruits. Et peut-être que cette volonté de se mettre sur Bourges est une volonté de maîtriser le mouvement pour éviter qu'il ne se décrédibilise et qu'il n'aille plus loin dans la violence et que du coup il se coupe d'une partie de la population. Il y a aussi moins de lieux symboliques sur lesquels déchaîner sa violence et donc ça évite des images non maîtrisées et un mouvement qui petit à petit s'effrite dans l'opinion publique. Jackie Isabello. Moi, je vais être un peu désagréable. Je trouve ça étonnant. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que c'est une espèce de réédition du leurre de Versailles. Alors, il y a 3 choses qui me semblent bizarres. Bourges, c'est certes au centre de la France, mais en termes de modalité, Compliqué d'accès. c'est pas d'être au centre de quelque part. C'est l'accès et Bourges, traditionnellement, est une de ces villes où les militaires aimaient bien installer, vous êtes un spécialiste de ces sujets, les usines d'armement, parce qu'à l'époque, c'était peu atteignable par les bombardiers adverses. 2 choses, c'est assez marrant parce que Bourges, c'est quand même la ville de Jacques Coeur, qui est quand même le grand argentier du roi Charles VII. Et Charles VII, c'est le roi qui a été accompagné par Jeanne d'Arc à Reims pour être couronné. Donc c'est assez marrant parce que c'est aux antipodes de tout ce que les Gilets jaunes soit dénoncent ou soit soutiennent. Mais on le verra peut-être dans l'enquête du Cevipof qui est sortie. On n'en est pas à une contradiction près. Je pense que c'est un leurre. Après, il y a quelques symboles parce qu'il y a une très très belle cathédrale à Bourges, qui fait la fierté de ces gens qui ne s'appellent pas les bourgeois, comme ça a été dit sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes, et notamment parce que cette ville n'a jamais été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a un superbe patrimoine, et j'espère qu'ils n'y porteront pas atteinte. En tout cas, pour conclure, on sent quand même de plus en plus cette volonté de s'opposer à l'ordre en place, à cette force régalienne de police qui vous attend ici et d'aller ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme le disait Monsieur Collomb, on est de plus en plus avec un mouvement qui se met face au pouvoir en place, quoi qu'il en soit. On n'est pas à l'abri aussi qu'il y ait un appel lancé demain matin pour se réunir dans un autre endroit à la dernière minute. Ça a déjà été le cas sur les réseaux sociaux. Ça pourrait encore être le cas demain. Je vous interromps parce qu'on me signale que Christophe Castaner est en déplacement dans le Val-de-Marne, sur le terrain. Vous voyez ces images. On ne sait pas s'il va prendre la parole. A priori, il pourrait prononcer quelques mots. Vous le voyez, accompagné de Laurent Nunez à sa droite et des autorités de la préfecture notamment, pour rendre compte de ce qui va se passer, de ce dispositif exceptionnel. On le rappelle encore, 80 000 forces de l'ordre déployées sur l'ensemble du territoire, 5 000 rien qu'à Paris, ce qui est relativement faible au regard de tout ce qui va être déployé en France, mais on le comprend aisément à la lumière de ce rassemblement prévu à Bourges. On va revenir bien sûr dans le Val-de-Marne dans un instant si Christophe Castaner venait à prendre la parole. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse à un autre lieu qui a été prédéfini, dirons-nous, c'est la Défense, le Paris de la Défense, avec là aussi peut-être un certain nombre de risques qui pourraient être engendrés par ce rassemblement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-uns des passants qu'on a pu rencontrer aujourd'hui aux abords du Parvis de la Défense. Les Gilets jaunes vont complètement casser leurs manifestations, complètement casser les soldes et les commerçants qui essayent de se rattraper, ce qui n'a pas été fait avant les fêtes. C'est plein de verre là. Tout est en verre ici, tout est en verre là-bas. Vous prenez n'importe quoi, vous jetez dessus, vous tout cassez tout. L'entrée de la Défense est en verre. C'est que du verre partout. Et il y a plein de matériel ici installé. Et les barrières, vous les balancez sur n'importe quoi. Mais bon, j'ai confiance, je pense qu'ils vont venir travailler cette nuit. C'est pas possible, ils vont pas laisser ça comme ça. Ou alors il y aura plein de CRS pour tout bloquer. Quiconque connaît le Parvis de la Défense et la configuration du quartier de la Défense sait que ça peut vite devenir
un enfer à gérer, Christine Kelly. Ah mais complètement. Et puis là, comme disait l'intervenant qu'on vient d'entendre, pour l'instant rien n'est sécurisé. On vient de parler de la défense, à quel jeu on joue. Là, si personne n'est averti concrètement, effectivement, du déplacement et de la mobilisation des Gilets jaunes, comment est-ce qu'on peut justement prévoir et sécuriser la zone? On se rappelle de la toute première fois sur les Champs-Élysées, lorsque on n'avait rien sécurisé parce qu'on avait autorisé sur le Champ de Mars, pas sur les Champs-Élysées, et que les manifestants, les casseurs plutôt, avaient pris tous les objets qui servaient à faire des travaux sur les Champs-Élysées pour pouvoir construire des barricades, mettre le feu, taper sur les forces de l'ordre. Alors là, on peut quand même se poser la question, à quelques heures de la manifestation, rien n'est préparé. Est-ce que peut-être que les forces de l'ordre se disent que c'est un leurre, ou peut-être pas? Donc c'est quand même assez surprenant. Alors les Champs-Élysées, ça, a priori maintenant on sait faire, hein, on a un peu la maîtrise de la topographie des lieux. Et il y a aussi la question qui a été longue à résoudre du mobilier urbain. Le cas s'est présenté à nouveau sur le boulevard Saint-Germain la semaine dernière. Toutes ces barricades de fortune érigées avec des barrières, des barrières de travaux, notamment à Paris. On sait qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment. Il a fallu quand même plusieurs semaines avant que les pouvoirs publics prennent la mesure du problème, de ces armes de circonstance, et finissent par finalement éradiquer tout ça. Exactement. Il a fallu plusieurs semaines pour que les pouvoirs publics prennent la mesure de tout ce qu'il s'est passé depuis le 17... On apprend en marchant, comme on dit. Oui, alors là, vraiment. Mais ils ont même mis du temps à apprendre en marchant parce que je pense qu'ils se sont dit au début que ça n'est qu'une manifestation qui pourrait ressembler à celle dont on a l'habitude avec les syndicats, et donc ça sera géré et plié en 5 minutes. Et ça, c'est le plus gros reproche qu'on pourrait leur faire, c'est que ça a vraiment mis du temps à décanter dans leur esprit pour réaliser qu'on avait affaire en effet à quelque chose d'inédit, et ensuite à réagir de façon ferme. Et quand le Premier ministre s'est exprimé lundi soir aux 20h, il a dit à 3 reprises, c'est vraiment un élément de langage, ils n'auront pas le dernier mot 3 fois. Et il a conclu avec cette phrase. Donc cette volonté affirmée, totalement affichée, qui est la suite en fait du discours d'Emmanuel Macron du 31, montre que demain, il n'y aura pas de quartier, on va dire, que ce soit, sans faire mauvais jeu de mots, que ce soit à la Défense ou à Bourges, le tout soit un leurre. Quoi qu'il en soit, les policiers et l'État doivent être prêts partout. Ce qui va mobiliser des forces qui vont être absolument exténuées. Et ce jeu ne peut pas durer tous les samedis. Il y a quelque chose qui doit se passer demain, d'une manière ou d'une autre. À Paris, on ressort les blindés. Hein, ça avait été le cas en décembre. Entre-temps, ils étaient rentrés dans leur caserne. Ils étaient à Bordeaux, mais à Paris, en tout cas, l'image même des blindés avait quand même marqué les esprits. Et puis, il y a toujours ce modus opérandi de la mobilité à tout prix. Jamais, en tout cas, Jacques Isabello, on a senti de tensions aussi vives, de part et d'autre même. On sent que là, les esprits et les nerfs sont un peu à vif pour demain. Et encore une fois, je vais être un peu désagréable parce que je pense que maintenant, il faut passer à la vitesse un peu supérieure. L'ordre public, des gens qui, depuis 4 ans, se battent contre les terroristes, assurent la sécurité, réinventent leur mission de renseignement au bénéfice de la population, qui ont des familles le 24 décembre et le 31, pour ceux qui ont de la famille militaire ou policier, ils ne sont pas avec nous, ils sont dehors. Donc de s'amuser avec eux en leur faisant croire que ça pourrait être ici ou là. Et Éric Drouet, vous savez, quand il a été appréhendé, dans un tout petit journal qui fait juste 850 000 par jour, qui s'appelle Ouest France, il a donné une interview où il a dit écoutez, je l'ai scénarisé, j'ai fait de la com, effectivement, je leur ai fait croire que j'allais faire. C'est pas sérieux. Qu'ils revendiquent, qu'ils aient des demandes, qu'ils construisent un argument. Mais on ne joue pas impunément comme ça. Quand on fait une manifestation, si on la déclare, c'est parce qu'il y a des responsabilités derrière. La défense, on le sait, c'est l'enfer à sécuriser. Si vous mettez 5 000, 10 000 personnes, il y a des tunnels de partout, il y a des passerelles de partout. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Vous savez, c'est un peu comme le gamin qui est monté sur la ligne 6 et qui s'est pris la verrière en pleine figure. C'est qu'à terme, il va y avoir de graves accidents parce que, 1, les forces de l'ordre sont épuisées, 2, elles sont excédées, elles aussi, elles ont le droit au respect et le droit pour les syndicats et l'ensemble des gens qui passent leur vie à organiser la démocratie de la contestation en montrant que parfois, quand on n'est pas d'accord, on a le droit de manifester. Et quand ça s'échauffe un peu, on a les meilleures forces de l'ordre du monde. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui font des dégâts, contrairement à ce qu'on peut voir. Maintenant, il faut arrêter. On ne peut pas poursuivre ce jeu du chat et de la souris impunément. Alors, moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais Madame Ludowski, qui a un sens de la communication remarquable, je suis d'accord avec Yasmina Jaffar. Quand sur une vidéo, elle dit « va peut-être le film »,
qu'on décide si elle engage sa responsabilité d'organisatrice. Et comme on le fait parfois, eh bien que ce soit une déclaration de fait d'organisation, il n'y a plus besoin de le faire sur un site internet. Désormais, vous pouvez accuser quelqu'un avec une vidéo. Eh bien, si vous organisez une manif en faisant une petite vidéo sur un groupe Facebook, on décidera que vous êtes une organisatrice. De fait, juridiquement, ça doit être très simple à faire. C'est ce que disait en substance Christophe Castaner dans son interview à Brut, dont on a entendu un extrait d'ailleurs dans le premier journal. On l'entendra peut-être un petit peu plus tard. Allez-y, je vous en prie, Christine. Oui, voilà, justement, je disais en parlant de Facebook que ce qu'a dit Christophe Castaner, ce qu'a répondu les Gilets jaunes, c'est que selon les Gilets jaunes, la façon dont le gouvernement parle, s'exprime, ils sont OK, d'accord pour organiser les forces de l'ordre, mais les mots de Christophe Castaner, les Gilets jaunes les prennent comme une sorte de menace, comme une sorte de provocation, comme les Gilets jaunes disent, par exemple, et je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire, qu'il faut respecter la déclaration des manifestations, etc. Et les Gilets jaunes se disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'ils nous provoquent? Pourquoi est-ce qu'ils ne se contentent pas d'organiser la manifestation? Mais il dit que tous ceux qui viennent justement dans une manifestation qui n'est pas organisée, ils sont soupçonnés, ils sont accusés, on va dire, de complicité, etc. Oui. Comment est-ce que les Gilets jaunes reprennent ça, vivent ça? Ils vivent comme une sorte de provocation permanente. Les mots du Premier ministre Édouard Philippe, les mots du ministre de l'Intérieur. Et là, on est en train d'assister à une sorte de construction de deux identités sociales. Ceux qui se battent à coups de cagnotte maintenant, ceux qui défendent les Gilets jaunes, ceux qui défendent les forces de l'ordre. Alors que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est oui aux Gilets jaunes, non au chaos. Oui aux Gilets jaunes, non à la violence. Oui aux forces de l'ordre et non aussi à la violence de chaque côté. Alors que là, on voit qu'il y a une cristallisation de deux identités qui ont en quête d'expression et qui se battent aujourd'hui à coups de cagnotte. C'est quand même assez surprenant. Florent Vellillo, il y a d'autres composantes importantes aussi. C'est le soutien, évidemment, populaire, la sympathie de l'opinion publique vis-à-vis du mouvement. On voit quand même, semaine après semaine, même si là, il semble que depuis une semaine ou deux, ça se maintient à peu près, que ça s'érode. Si ce genre de mobilisation qui dégénère venait à se répéter, est-ce que ça pourrait signer, peut-être pas la fin des Gilets jaunes en tant que telle, mais en tout cas la fin de l'adhésion massive telle qu'on a pu l'appréhender, telle que l'exécutif l'a vu aussi, d'autant que cette semaine, il s'est passé quand même quelque chose qui n'est pas totalement anodin. Il y a eu des anniversaires des attentats de Charlie Hebdo, et ça a marqué les esprits. Il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux de posts qui ont circulé où on dit, voilà, il y a 4 ans, il y a 5 ans, la France, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui. Ça marque aussi les esprits, ça. Oui, c'est évident. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, le mouvement est toujours soutenu par près de 60% des Français, si tant est qu'on puisse porter le moindre crédit à ce genre de sondage, parce qu'il est facile d'être pour un mouvement pour le pouvoir d'achat. Je vous interromps 2 secondes. J'avais promis qu'on irait dans le Val-de-Marne. On va écouter le dispositif en place. Et vous revenez. Il faut, pour y parer, respecter avant tout le cadre tactique et doctrinal qui est le nôtre et qui est le seul en capacité de vous préserver la cohésion des unités et éviter qu'il y ait des collègues isolés, donc en danger. Enfin, 3e impératif, c'est celui de l'efficacité. Les CRS sont manœuvriers, dynamiques, percutants. Vous devez être rapide, très rapide, dans l'exécution des instructions qui vous seront données par vos autorités. Et enfin, je souhaite que vous soyez innovants. On a depuis quelques semaines initié de nouveaux modes de déploiement, notamment avec les collègues travaillant en civil et relevant de la préfecture de police. Il faut les intégrer, il faut savoir manœuvrer ensemble pour la plus grande efficacité et pour que l'ordre soit maintenu à tout prix dans Paris. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Secrétaire d'État. Si je n'avais qu'un seul mot, ce serait merci. Et merci individuel, humain. Parce que je sais la difficulté de votre mission. Je sais la difficulté de votre engagement constant. Je sais la difficulté de ne pas être rentré chez soi depuis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines et quelquefois plus. Parce que vous êtes les garants de l'ordre public. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de liberté sans ordre public. Vous êtes au fond les garants de cette liberté-là. Et donc je veux vous adresser des remerciements personnels. Personnels parce que je sais cette difficulté. Je veux vous adresser des remerciements pour ce que vous êtes. Des femmes, des hommes fiers de l'uniforme que vous portez. Pourtant, cet uniforme, il a été attaqué, on voit bien. Mais aussi, chaque samedi dans les manifestations, la volonté de vous attaquer, la volonté de vous blesser,
J'ai ces mots en tête de certains de vos collègues, notamment après la manifestation du 1er décembre. Ils ont voulu nous tuer. Et je sais cela. Et je sais ça, et c'est pour ça que nous avons fait le choix avec l'Ornonaise, sous l'autorité du Premier ministre et à la demande du Président, d'avoir demain à la fois une grande mobilisation de nos forces, mais aussi des méthodes différentes de présence, de mobilité. Nous souhaitons demain qu'il y ait un effet de sidération par votre capacité à être présent, à intervenir, à faire. Et à faire en sorte que ceux qui viendront vous provoquer soient immédiatement interpellés. Parce que c'est la garantie du principe même du droit de manifester qu'il faille le protéger, ce droit-là. Et je suis, comme ministre de l'Intérieur, comme votre chef, dans cette responsabilité. Il n'y a pas de manifestation qui peut se complaire dans la violence. Et pourtant, on voit que la violence est devenue un rendez-vous régulier au fil des samedis. Je sais cette difficulté pour vous et c'est pour ça que nous avons voulu être présents à vos côtés pour ce brief. L'exercice est difficile. Il est difficile parce que quelquefois, face à ces agressions, vous avez un quart de seconde. Mais je voudrais dire une chose extrêmement claire, y compris aux journalistes présents et aux Français. Il n'y a pas deux forces qui se valent. Il y a des gens qui attaquent nos institutions, qui attaquent nos uniformes, qui attaquent nos forces de sécurité avec la force, avec la violence. Et il y a ceux qui préservent l'intérêt public et qui le défendent, et qui sont habilités et formés pour faire usage de la force. Il y a depuis quelque temps une espèce d'amalgame qui consisterait à penser qu'il faut vous laisser vous faire attaquer, vous faire violenter, vous faire lyncher, comme on l'a vu hélas samedi dernier, et que vous ne seriez pas en capacité de réagir. Vous l'êtes. Et comme l'a rappelé votre chef, vous l'êtes de façon proportionnée. Vous êtes équipé pour cela. Et donc, il est essentiel que vous gardiez à l'esprit cette responsabilité, cette exemplarité-là. Et je sais que vous l'avez, et que les CRS sont aussi l'honneur de notre pays dans ces moments de tension-là. Je sais que vous saurez répondre demain. Et je sais aussi que si c'était nécessaire, vous pourrez répondre samedi prochain, le samedi suivant, le samedi d'après. Parce que ceux qui pensent qu'à quelques milliers de personnes, on peut mettre en cause nos institutions se trompent. Et non seulement vous serez là, mais toutes nos forces de sécurité seront présentes dans les jours qui viennent pour faire en sorte que les fauteurs de troubles, pour faire en sorte que ceux qui s'en prennent à vous et donc à nous soient systématiquement recherchés, interpellés et soient mis sous l'autorité judiciaire pour qu'ils soient sanctionnés. Merci beaucoup. Voilà, Christophe Castaner, à l'instant, en direct du Val-de-Marne, où il rend visite notamment aux compagnies de CRS qui seront sur le terrain demain. On va réagir bien sûr à ces propos, ces tout derniers propos de Christophe Castaner après une courte pause. On se retrouve tout de suite sur CNews pour la suite de Punchline. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Punchline avec évidemment l'acte 9 des Gilets jaunes qui se profile demain. Et à l'instant, si vous étiez avec nous à l'antenne, vous avez peut-être suivi les mots de Christophe Castaner dans le Val-de-Marne auprès des forces qui seront sur le terrain demain pour sécuriser les lieux de manifestation. Christophe Castaner qui a eu évidemment ce ton très déterminé, très ferme que l'exécutif affiche depuis maintenant plusieurs jours à l'approche de cette nouvelle mobilisation. Et il a dit quelque chose d'intéressant, Christine Kelly. Nous serons là semaine après semaine. C'est-à-dire que l'exécutif, le pouvoir est déjà préparé à un mouvement qui va vouloir perdurer, quoi. À la fois, Christophe Castaner voulait rassurer ses troupes en disant « préparez-vous ». Il faut absolument tenir le choc, non seulement demain, mais aussi les samedis qui vont venir, parce qu'à chaque fois on dit qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés. Bon, pour dire que non, il faut tenir le choc et en même temps envoyer un message justement aux manifestants et pour dire que vous voulez manifester, samedi après samedi, on sera là. Qu'est-ce qu'il a dit, Christophe Castaner? Il a dit qu'à partir du moment où quelqu'un viendra vous provoquer, vous pouvez l'interpeller. Donc, on va encore plus vite et plus loin dans l'interpellation pour éviter justement que ça ne dérape. Donc, il a affiché sa fermeté. Il a aussi dit, gardez votre exemplarité. Et ça aussi, c'est important à entendre parce qu'on a beau dire, même si la violence, enfin, on va dire la manifestation, le travail des forces de l'ordre est monté un cran dans la violence, on l'a vu, on l'a observé, il n'empêche que ça reste une violence
contenu, non homicide, pour se trouver des mots un peu forts. Et encore une fois, on l'a déjà entendu, mais il faut quand même le redire, qu'on va dans n'importe quel autre pays comme aux États-Unis, on s'en serait pas sorti avec 2 mois de manifestations, des milliers, des centaines de milliers de manifestants sans qu'il n'y ait des morts. Donc ça, c'est quand même important lorsque Christophe Castaner dit « gardez votre exemplarité ». Et je veux garder ce petit mot positif de Christophe Castaner. Florent Vedillot, vous y avez vu, il y a une autre interprétation aussi. Vous avez vu un message qui, au-delà de la mission elle-même sur le terrain, s'adresse aussi aux partenaires sociaux, enfin aux syndicats de police, puisqu'il y a des négociations en cours, hein, n'oublions pas. Exactement. Et en décembre, il y a déjà eu une première série d'accords qui ont été signés entre les partenaires sociaux, les syndicats de gradés et gardiens, donc la base du corps de policiers et le ministre, qui ont permis des revalorisations salariales très importantes et qui ouvrent droit à pension, ce qui est une vraie victoire syndicale. Et là, il y a le contentieux des heures supplémentaires non rémunérées, 24 millions d'heures supplémentaires, ce qui est colossal, une solution que le ministère traîne depuis une quinzaine d'années, qui va se reposer. Et il y a un épuisement des troupes, pas forcément un épuisement physique, mais un épuisement de cycle horaire. C'est-à-dire qu'il a annoncé que les troupes seraient présentes en permanence, donc il a annoncé en quelque sorte un surcroît d'heures supplémentaires et donc l'ouverture de négociations. Oui. Et d'ailleurs, ça n'est pas anodin puisque c'est la période des vœux des organisations syndicales. Et donc Castaner a ouvert le bal mardi avec les vœux de l'UNSA. Il va continuer avec les autres organisations syndicales et inéluctablement, la question des heures supplémentaires lui est posée. Et donc, il a annoncé lors des vœux au syndicat UNSA qu'il allait ouvrir la discussion pour la rétribution défiscalisée de ces heures supplémentaires. Donc, il s'est adressé à la fois à ses troupes pour les ressouder, aux Français pour les rassurer et aux partenaires sociaux pour leur dire « Je ne vous oublie pas, la discussion est ouverte, elle va se poursuivre et elle va d'autant plus se poursuivre que le pécule va s'accroître. » Et ça n'est pas neutre comme expression parce qu'on peut se poser la question de la stratégie de dialogue social du ministre de l'Intérieur, qui annonce par ailleurs une loi de programmation pour son ministère, alors même qu'il n'a pas d'argent. Il n'a de l'argent que pour embaucher de nouveaux policiers, mais pas pour les équiper et pas pour les envoyer en patrouille. Donc il y a une véritable équation, là, une quadrature du cercle qu'il va falloir qu'il résolve dans un contexte de grande tension. On aura sans doute l'occasion de l'écouter à nouveau. Vous voyez toujours déambulant dans ces locaux de Chevilly-Larue avec les représentants, le responsable, vous nous disiez à l'instant, directeur central des CRS, le préfet Philippe Clément. Voilà, qui seront nombreux, on l'imagine aussi sur le terrain et déployés notamment à Paris, puisque là il est en région parisienne, le ministre de l'Intérieur. Nous retournerons sur le terrain dès lors qu'il prendra la parole pour un point presse un peu plus formel cette fois. J'aimerais aussi qu'on s'interroge, Jacques Isabello, à moins que vous n'ayez envie de réagir à ce qu'a dit Christophe Castaner pour ajouter peut-être un autre élément. Mais... Non, on a cette passion de ces sujets-là. Ce qui est assez intéressant, là, c'est qu'il leur a donné des sujets parce que vous avez vu que tout au long de ce mouvement, les forces de l'ordre ont aussi opéré des évolutions dans ce qu'on appelle leur doctrine d'emploi. Hein, quand on fait du maintien de l'ordre, c'est comme quand on fait de la crise. C'est pas Bruce Willis à la télé. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont pétris de procédures. Et dans le corps de la police nationale, il faut savoir que les CRS, c'est le corps le plus demandé. C'est celui qui paye le mieux, c'est celui qui sélectionne le mieux. Et donc, ils ont quand même la crème de la crème, même si les manifestations sont souvent pas des grands fans des CRS. Et donc, ces gens-là vont aussi pouvoir faire évoluer leur doctrine d'emploi. Alors déjà, sur plusieurs points, c'est-à-dire la manière dont eux, ils interviennent. Premier point. Deuxième point, la manière dont ce qu'ils assurent, eux, ils appellent ça le continuum. C'est-à-dire qu'à côté d'eux, vous pouvez avoir des militaires, c'est pas le même langage. Vous pouvez avoir des forces de sécurité privées. C'est pas les mêmes autorisations juridiques pour employer un terme simple. Et l'ancien patron du RAID, avec une avocate qui s'appelle Alice Toureau, a produit un rapport récemment où justement il a dit les choses évoluent et il faut que l'ensemble des gens qui assurent la sécurité soient capables de s'interpénétrer parce qu'il se trouve que lui, l'ancien patron du RAID, est intervenu au Bataclan et a vécu le fait que vous pouvez avoir un militaire quelque part avec un fusil d'assaut qui ne vous le donne pas parce qu'il n'a pas reçu l'ordre de vous le remettre. Donc, ça avait fait un gros débat à l'époque avec la Donc tout ça pour dire que à ce moment-là, aussi à ces professionnels-là, ça leur permet d'évaluer la manière dont ça change. Vous avez vu qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle des bataillons d'action rapide, donc des gens en moto qui circulent, qui appréhendent. Donc ça c'est intéressant et je conclurai là-dessus parce que les forces de police françaises forment énormément de police à l'international. Quand on veut faire du maintien de l'ordre, vous savez, on dit tout le temps en France, c'est tout le temps la grève. Bon, quelque part, il faut bien que ça serve à quelque chose. Eh bien, quand on veut garantir l'expression publique, mais pas faire 600 morts comme en Russie, quand il y a une manifestation, eh bien, on vient chercher les Français et les Français forment leurs homologues dans tout un tas de pays du monde. Voilà, ça sert aussi à ça pour donner un peu une autre lecture de et c'est vrai que Christophe Castaner leur a dit d'innover.
Et c'est Alors, avant de revenir à la portée du mouvement lui-même et à ce qu'il veut faire pour les prochaines semaines, juste un mot sur le ratio des forces en présence. Quand on parle de CRS, on sait qu'il y a tous les bataillons de CRS sont, je sais pas si on dit gendarmes mobiles aussi, sont mobilisés. Le ratio entre CRS, gendarmes mobiles et militaires, il est... Il faut savoir qu'il y a 60 compagnies républicaines de sécurité, que sur les 60 compagnies, il n'y en a que 40 qui sont mobilisables. C'est comme ça. Les autres sont toujours en repos. C'est de la récupération, c'est des blessés, c'est de la formation de l'entraînement. Et puis, vous avez ensuite les unités de force mobile, qui sont cette fois-ci des unités gendarmiques, qui sont donc d'essence militaire, et qui globalement, sur l'ensemble du territoire, arrivent, en coordonnant les dispositifs, à couvrir péniblement aujourd'hui l'ensemble des manifestations quand elles sont très éclatées comme cela. Donc il y a un vrai problème de mobilisation, d'autant que la politique de réduction générale des politiques publiques menée par Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012 avait supprimé de nombreuses compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, et qu'aujourd'hui les effectifs ne sont pas revenus au niveau où ils se trouvaient en 2007. Ce qui, en termes de mobilisation tactique, est extrêmement complexe. C'est-à-dire que quand on nous dit 80 000 hommes et femmes sur le terrain, on est vraiment au-delà de la capacité. Vous nous disiez il y a quelques semaines, 68 000, c'est la capacité maximum. Là, on nous dit 80 000. On est allé les chercher où les 12 000 Non, c'est parce qu'il y a des unités supplétives qui sont ajoutées aux forces mobiles, donc gendarmiques et policières, qui sont par exemple les brigades d'intervention, la BRI qui va faire des interpellations, le RAID, par exemple, les forces de sécurité publique. Et donc l'ensemble de ces forces incluses permet d'avoir un dispositif tactique qui, à la fois maintient de l'ordre, procède à des interpellations et effectue une mobilité pour suivre les casseurs. Et tout cela sans anicroche, il y a des passerelles, des vraies communications entre eux. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui donnent de leur temps, qui font partie de la réserve. C'est vrai qu'il ne faut pas les oublier. Qui sont soit des anciens policiers, soit des anciens gendarmes, et qui contribuent à la tenue de l'ordre. Alors, ils ne sont pas forcément en première ligne, ou alors ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps, mais la réserve est extrêmement présente aussi auprès des gendarmes. Alors, plus proche de la gendarmerie, mais on ne va pas rentrer dans Mais qui chapeaute le tout? Alors, c'est le préfet compétent sur la zone. Donc, pour Paris, c'est le préfet de police, dans la salle de crise, qui arrive à piloter l'ensemble des dispositifs qui sont présents. En fait, la difficulté n'est pas de coordonner les forces de mobiles, c'est de coordonner la mobilité des groupes et le suivi qui doit être fait. Et donc, il y a toujours un décalage entre la survenance d'un incident et la projection des forces. Oui. Et c'est donc tout l'art de ce maintien de l'ordre, notamment sur la plaque parisienne, que d'arriver à avoir une gestion très mobile. Et il a été souvent reproché cette difficile mobilité. Mais c'est normal parce que vous ne pouvez pas découvrir soit des bâtiments, soit des policiers lorsqu'ils sont en trop faible nombre pour faire face à un assaut. Donc il y a une forme de prudence et ça, ce sont justement des arbitrages que le préfet rend. Et c'est aussi pour ça qu'il est si exposé et que son départ est annoncé notamment. Donc ce qui s'est passé au ministère de Benjamin Griveaux, en 2 mots, c'était un raté la semaine dernière. C'était un raté, oui, pour 2 raisons. D'abord parce que ça s'est produit à proximité de l'hôtel de Matignon, donc le périmètre aurait dû être entièrement sécurisé. C'est un raté, deuxièmement, parce que cet engin de chantier n'aurait pas dû être présent dans le périmètre, et c'est un raté parce qu'il y a eu une faille, le dispositif a été découvert. Néanmoins, l'intervention a été très rapide et les dégâts ont été assez limités. Donc c'est un raté tactique plus que stratégique. Oui, en termes d'image, c'était assez désastreux, mais ça avait déjà été le cas, si je puis me permettre. En 2001, il faut se rappeler que la FNSEA avait investi le ministère de l'écologie, avait occupé le bureau de Dominique Voynet à l'époque, ce qui était en termes d'image infiniment supérieure, puisqu'il demandait à ce que la ministre vienne dans son bureau occupé. Donc au moins les manifestants n'ont pas convoqué Benjamin Griveaux dans son ministère. Et les gilets jaunes dans tout ça, où vont-ils? Que veulent-ils réellement? On sait déjà que le grand débat national ne va pas suffire. En tout cas, ils veulent, même pour certains, se refusent à y prendre part. Ils ne veulent même pas écouter ce que Emmanuel Macron a à leur dire, à leur écrire même. C'est un mouvement qui est pas structuré, on l'a dit, avec des revendications disparates. Est-ce que c'est un mouvement qui a en main son destin, dans le sens où il n'est pas commandité par des têtes pensantes? On peut être rassuré sur ça? Basiste, et c'est né d'une... Bon, on le sait maintenant, évidemment, d'une taxe supplémentaire et du ras-le-bol général. Et c'est vrai que la conversation qu'on a là est intéressante parce que demain, c'est l'acte 9, avec du neuf, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et on voit bien que le Premier ministre a donc dit lundi, il change de pratique en rappelant les portes défoncées du ministère de M. Griveaux. Nous allons changer de méthode. Et là, ils tiennent promesse. Donc, à entendre la fermeté renouvelée là de M. Castaner, on se dit que le mouvement des Gilets jaunes est en train
peut-être d'être évanoui par tout ce qui se passe et toute cette sécurité. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les casseurs, est-ce qu'on parlerait encore de ce mouvement? Est-ce que Emmanuel Macron aurait pris 5 points cette semaine? Aucun commentateur n'a pu imaginer qu'il pouvait prendre 5 points en partant de si bas. Donc c'est dû à cette fermeté montrée, encore une fois, le 31, à cet acte de contrition aussi, ce discours où il a entendu aux 10 milliards, tout ça s'accumule. Celui du 10 décembre. Voilà, exactement. Donc ça a été entendu. Aujourd'hui, la réponse pour l'État est apportée, c'est-à-dire on va faire un débat, on vous entend sur ce qui est le pouvoir public et une nouvelle forme de démocratie souhaitée, peut-être même envisager un référendum. Plus, nous avons mis sur la table 10 milliards pour répondre à une urgence financière actuelle. Donc, du coup, aujourd'hui, quel est l'avantage pour le gouvernement de s'affaiblir, de reculer, d'être dans la contrition? Aucun. Vu que Emmanuel Macron est en train de gagner, en tout cas pas la guerre, mais cette bataille-là aux yeux de l'opinion. Parce que Madame de Staël le disait, l'opinion, on ne pourra plus jamais aujourd'hui gouverner sans faire attention à ce que pense l'opinion. L'opinion est en train de se déliter. On est à 52% de soutien réel. Tout à l'heure, vous parliez de 60%. En effet, c'est un sentiment. Oui. Mais on est parti de 80% au plus fort. Voilà, et on est à 52 et on était à 55 la semaine dernière. Demain, si ça se passe mal, on sera à 45. Emmanuel Macron va être de plus en plus ferme, en espérant qu'il n'y ait pas de bavure, bien sûr, parce que là, ça remettrait tout en cause. Donc, pour l'instant, c'est une bataille de deux corps, le corps politique et des Gilets jaunes qui sont en train d'exagérer tout en faisant oublier les premières demandes qui sont le pouvoir d'achat. Et qui sont bien loin, derrière nous maintenant. On a déjà entendu, on a déjà oublié la taxe. Oui, c'est dommage, j'ai même du mal à le dire. Christine Kelly, le gouvernement a la main aujourd'hui. En tout cas, il est obligé de ne pas dévier de son cap. Je pense qu'il pourrait quand même avoir une oreille qui traîne, c'est-à-dire être quand même encore à l'écoute, encore beaucoup plus à l'écoute. Il est dans une réponse sécuritaire, on l'a bien compris depuis le début, surtout que là s'ouvre une deuxième réponse politique. Parce que l'on a vu le 10 décembre, les réponses d'Emmanuel Macron, etc., qui était la première grosse réponse politique, et là s'ouvre une deuxième réponse politique. Et là, on est dans un contexte particulier. Cet acte 9 intervient à un moment où on est à la veille de cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français, lundi, au lieu du milieu de la semaine, à la veille de l'ouverture justement de cette grande consultation. Et cette grande consultation, à l'heure où 70% des Français estiment que cette grande consultation ne sera pas utile, on est quand même dans un contexte particulier. La grande consultation, elle passe comment? Jusqu'à présent, même celle par le CESE, etc., ou celle qui passe par les mairies, passe par les institutions. On a vu comment les institutions et les politiques, les maires, etc., on a vu comment, selon les derniers sondages, les Gilets jaunes refusent les institutions, refusent la défiance des politiques. Comment cette grande consultation pourra aboutir? Là est la grande interrogation. Évidemment, il n'y a peut-être pas d'autre moyen que d'entendre les Gilets jaunes, que passer par cette grande consultation. Mais le paradoxe, et le grand paradoxe, moi, qui me frappe, c'est on fait appel à cette grande consultation en passant par les politiques, par les institutions que les Gilets jaunes refusent. Comment on l'a dit, on va tirer au sort des Français. Ça aussi, ça leur plaît pas. Donc voilà. Donc en fait, rien ne leur plaît. Comment voulez-vous que la grande concertation puisse avancer? Et la grande concertation, on ne connaît pas la forme, on ne sait pas qui va la mener. Alors peut-être Chantal Joanneau a jeté l'éponge. Voilà, peut-être Jean-Paul Delevoye. Voilà, exactement. On pourra en reparler si vous voulez. On a parlé on parle peut-être de Jean-Paul Delevoye. On ne sait pas. On est quand même à 48 heures de la grande concertation. On parle d'un comité des sages. Enfin, il y a pas mal de choses sur la forme, etc. Donc ça aussi, ça jette le trouble sur cette grande consultation à venir. Florent Vallillo, on va peut-être, à nouveau vous interrompre si jamais... Non, j'aurais une dent contre lui, du coup. Non, mais Christophe Castaner va prendre la parole dans un instant. Voilà, il attend que tous les médias soient bien présents. Mesdames, Messieurs, vous l'avez vu, nous avons souhaité avec Laurent Nunez venir ici au cantonnement de Pont-d'Orly pour saluer celles et ceux qui seront mobilisés, pour certains dès ce soir, cette nuit et demain matin à Paris, quand d'autres de leurs camarades seront mobilisés partout en France, parce que demain, à nouveau, nous avons des inquiétudes. Des inquiétudes parce que, au cœur de ceux qui manifestaient de façon pacifique au premier jour du mouvement des Gilets jaunes, se sont mêlés des gens qui viennent systématiquement pour casser, pour caillasser, pour menacer, pour lyncher même nos forces de sécurité. On l'a vu à Paris, on l'a vu partout en province et nous avons à nouveau des inquiétudes pour demain. À mesure que ce mouvement compte de moins en moins de participants,
Cette semaine, il y avait en moyenne entre 1000 et 1500 gilets jaunes mobilisés partout en France. On voit la violence qui monte. Pas un jour, pas une nuit, sans que nous ayons besoin de faire intervenir nos forces de sécurité pour lutter contre un pillage, une mise à feu, une mise à sac, des tags. Pas un jour, pas une nuit, sans qu'on voit apparaître des insultes, des menaces vis-à-vis de parlementaires, vis-à-vis de journalistes, vis-à-vis des institutions. Pas un jour, pas une nuit où l'ordre public est respecté sans que nous ayons besoin de faire intervenir nos forces de sécurité. Demain, nous serons très fortement mobilisés avec des moyens de neutralisation, d'interpellation de celles et ceux qui viendront au milieu de la manifestation dite des Gilets jaunes pour casser. Parce que nous savons que là encore, demain, il y aura des militants, des casseurs qui voudront s'en prendre à nos institutions, à nos symboles de la République, mais aussi aux organes de presse. Et donc nous serons particulièrement mobilisés. Et je veux dire ce soir qu'à la fois demain, mais aussi dans les jours qui viennent, que celles et ceux qui cassent, attaquent, s'en prennent à nos institutions, sachent que, comme nous l'avons fait cette semaine, nous interpellerons presque chaque jour des responsables. Qu'il s'agisse de ceux qui ont attaqué les 3 motards en haut des Champs-Élysées, qu'il s'agisse de ceux qui ont pillé l'Arc de Triomphe, de ceux qui ont attaqué des engins, des véhicules de nos forces de sécurité et volé une arme à côté de la dite Arc de Triomphe, qui ont cassé ou brûlé la préfecture du Puy-en-Velay, qui ont attaqué des péages, qui ont cassé des radars. Tous les jours, nous interpellons et nous continuerons. Que ceux qui pensent qu'on peut aujourd'hui porter un message politique uniquement en attaquant, en violentant, sachent que nous serons sur ces sujets déterminés et que nous serons présents à nouveau samedi prochain si c'est nécessaire et les samedis suivants. Notre force, c'est les femmes et les hommes que nous sommes venus saluer aujourd'hui parce que nous savons leur mobilisation et leur volonté d'être les garants de l'ordre public. Et quand ils sont attaqués, c'est nous tous, c'est la République qui est attaquée et nous saurons systématiquement la défendre. Je voudrais que les choses soient claires pour celles et ceux qui se préparent ce soir une nouvelle fois à casser, à violenter, à détruire. Nous serons présents, nous réagirons et nous sanctionnerons. Est-ce que vous êtes inquiet pour demain ? Nous avons de nombreuses remontées par notre renseignement, effectivement, que celles et ceux qui pensent que dans ce pays, plutôt que de débattre, il faut se battre, sont mobilisés pour demain. Nous voulons aujourd'hui que le débat s'ouvre. Et je préférerais toujours qu'on puisse débattre plutôt que se battre. Vous avez parlé d'une stratégie de la sidération du côté des forces de l'ordre pour demain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne vous le présenterai pas parce qu'il ne me paraît pas opportun d'indiquer à celles et ceux qui vont attaquer peut-être demain nos forces de sécurité qu'ils sachent comment nous répondrons. Pouvez-vous garantir que demain, avec le dispositif que vous allez mettre en place, il n'y aura pas des scènes de violence comme nous avons été témoins la semaine dernière, notamment une intrusion dans un ministère ? Pensez-vous que je sois assez stupide pour répondre oui ? Il y a des femmes et des hommes qui viennent attaquer nos forces, qui font des actes de guerre. Et je vais vous dire, non, il suffit de présenter des forces de sécurité pour qu'ils ne le fassent pas. La réponse est non. Par contre, ce que je sais, c'est que nos forces répondront avec efficacité, avec proportionnalité et que nous interpellerons celles et ceux qui commettent ces actes-là. Ciblez-vous particulièrement les lieux de pouvoir pour éviter des nouvelles intrusions ? Vous savez, je ne fais pas la différence entre la voiture d'un particulier qui est mise à sac parce qu'elle ne plaît pas à un manifestant par rapport à un autre lieu de pouvoir. Mais je sais effectivement l'importance des institutions. L'Arc de Triomphe, un ministère, une préfecture, un palais de justice, une mairie, un hôtel de département. Voilà le bilan de ceux qui, chaque samedi, nous attaquent. Le discours a changé, on n'est plus sur l'encadrement de manifestations, on est sur l'encadrement de la violence, ça vous entend. Et la violence est un fait, vous l'avez constaté au siège de vos médias quand on veut empêcher la distribution d'un journal parce que la ligne éditoriale ne plaît pas, la mise en cause de grandes télés, de radios, de grands journaux. C'est cela la violence à laquelle nous devons faire face hélas tous les samedis et nous réagissons. Est-ce que vous savez si la défense sera une cible ou un lieu potentiel pour une manifestation demain ? Je ne vais pas dévoiler d'informations particulières à ce moment-là de notre propos. Merci beaucoup. Est-ce que vous craignez des groupes particuliers, notamment des gitans ? Moi, je crains des casseurs. Les gitans ne sont pas des casseurs. Voilà, Christophe Castaner, assez énervé d'ailleurs par certaines questions à l'instant, là dans le Val-de-Marne. Yasmina Jaffar, il a dit plusieurs fois, moi je crains, inquiétude est revenue aussi à plusieurs reprises.
Pourquoi l'emploi de de tels ces mots termes-là. On a le sentiment qu'il y a une envie de dramatisation aussi, comme c'était le cas au tout début du mouvement. Là, on reconnaît un Christophe Castaner qui avait employé, rappelez-vous, le mot factieux, séditieux. Il avait été raillé, critiqué, pas très applaudi pour avoir eu ce terme qui était... Cette attitude aussi un petit peu arrogante. Ensuite, on a eu l'épisode Peste brune. Et là, il y a eu l'épisode de contrition du président de la République. Et tout le monde s'est un petit peu calmé en disant on va peut-être écouter. Tout ça ne va pas s'éteindre en 5 minutes. Mais encore une fois, avec le rebond d'Emmanuel Macron, plus la peur de certains Français qui, on voit Bourges se barricader absolument. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Donc jouer sur cette peur-là, c'est aussi une tactique de communication pour imaginer le pire. La façon dont il parlait aussi tout à l'heure aux forces de police, comme si c'était la guerre demain. Il employait le mot guerre d'ailleurs, c'est un mot très fort. Déclaration de guerre. Ouais. Voilà. Acte de guerre. Et nous craignons, et finir par dire nous craignons les casseurs, comme ça. Bon, c'est très bien ce qu'il a dit par rapport aux gitans à la fin, parce que ça permet aussi de mettre les choses à plat et de faire zéro amalgame, parce que tout peut arriver. Et hier, vous avez peut-être regardé l'altercation un peu hallucinante avec Sébastien Lecornu et une Française qui lui disait les CRS, ça n'est pas les mêmes que ceux qu'en 2015. Les CRS qui étaient là hier, c'était CRS étrangers. CRS étrangers. Donc ça veut dire que la colère est telle qu'aujourd'hui, quoi qu'on leur propose, en tout cas à ceux les plus radicaux, rien n'est audible. Donc aujourd'hui, la seule réponse, c'est une réponse absolument policière. Ne pas aller trop loin dans cette réponse-là parce que ça suffira pas, parce que les 2 mois ne suffisent pas déjà pour refaire et remettre à plat toutes les demandes et les colères. Donc 2 mois, c'est très court, on ne sait pas comment ça va s'organiser. Donc ce ton-là marchera peut-être pour demain en faisant peur, mais samedi prochain, comme il prévoit un samedi prochain, il va falloir trouver autre chose. Florent Valliot, vous avez noté aussi que Michel Delpech n'était pas présent à l'écran. Ça nous apprend peut-être quelque chose aussi. Oui, le préfet de police était absent alors que c'est